Arrête-toi, ferme la porte. Éteins les notifications. Pour les 60 prochaines secondes, tu n'existes pour personne. Sauf pour moi. Et je vais te poser une seule question. Une question que personne n'a jamais osé te poser en face. Est-ce que tu en as assez? Assez d'être transparent. Assez d'être un fantôme dans la vie des autres. Assez que ton nom soit oublié 5 minutes après une conversation. Assez de regarder, impuissant, ce que tu désires s'attacher à d'autres, à des gens moins intelligents, moins profonds, moins réels que toi. Assez de cette colère froide qui te ronge parce que tu sais que tu mérites plus. Tu sais que tu pourrais être plus. Mais tu ne sais pas comment. Tu as tout essayé. La gentillesse, la disponibilité, L'honnêteté. Et regarde où ça t'a mené. À l'invisibilité. Pourquoi? Parce que tu joues un jeu dont tu ne connais pas les règles. Tu crois que les relations humaines sont une question de chance, de chimie, de destin. two as taught. C'est une science. Une science exacte, froide et imparable. Il existe un protocole. Une séquence précise d'actions et de non-actions qui, une fois enclenchée, transforme n'importe qui en une addiction mentale pour n'importe qui d'autre. Tu ne me crois pas? C'est normal. On t'a toujours dit que l'amour, l'attention, l'obsession étaient des mystères. Des magies. Menti. Ce que tu vas découvrir dans les 30 minutes qui viennent n'est pas une théorie. C'est un manuel d'ingénierie psychologique. Je ne vais pas te parler de développement personnel. Je vais te donner les codes d'accès. Les mêmes codes utilisés, consciemment ou non, par les séducteurs ultimes, les leaders de sectes, les manipulateurs de masse et les quelques êtres humains qui semblent exercer une attraction magnétique, irrésistible, sur tout ce qui les entoure. Ils ne sont pas plus beaux, plus riches ou plus chanceux. Ils savent. Ils appliquent. Et aujourd'hui, tu vas savoir aussi. Tu vas apprendre à sculpter la volonté d'une autre personne comme un artiste sculpterait l'argile. À t'implanter dans ses rêves, dans ses peurs, dans ses insomnies. À devenir la seule pensée qui compte. Le seul besoin qui urge. Mais je te préviens, une fois que tu auras vu la matrice, tu ne pourras plus faire semblant de ne pas la voir. Une fois que tu auras compris les mécanismes, chaque sourire, chaque silence, chaque regard autour de toi te révélera sa véritable nature. Un calcul, une demande, un pouvoir. Tu risques de détester ce que tu vas apprendre. Tu risques de te détester, toi, pendant un temps. Parce que la vérité libère, mais d'abord, elle brûle. Elle calcine toutes les illusions que tu chérissais. Alors, tu as le choix. Maintenant, tu peux fermer cette vidéo. Retourner dans l'ignorance confortable. Dans la médiocrité prévisible de tes relations. Continuer à être un fantôme. Personne ne te blâmera. La plupart des gens préfèrent le sommeil. Ou, tu peux prendre une profonde inspiration et faire le premier pas dans un monde où tu deviens le point central de la gravité émotionnelle des autres. Un monde où tu n'es plus suppliant, mais souverain. Le compte à rebours commence. 5, 4, 3. Le premier pilier, la base absolue de tout, n'est pas ce que tu fais. C'est ce que tu ne fais pas. C'est la dynamique du manque. L'esprit humain ne désire pas ce qu'il a. Il désire ce qui lui échappe. Il idolâtre ce qui est absent. Ta première arme est donc l'absence stratégique. Mais pas n'importe quelle absence. Une absence qui crée un vide actif. Imagine un tableau parfait. Maintenant, enlève un élément crucial au centre. Qu'est-ce que l'œil fait? Il cherche. Il essaie de combler le trou. Il ne peut pas s'en empêcher. Toi, tu es cet élément. Ton départ doit créer une composition incomplète dans le quotidien de l'autre. La règle est simple. Tu disparais toujours au sommet. Jamais dans la vallée. Une conversation atteint son pic d'intensité. Une complicité vient de naître. Un rire vient de vous connecter. C'est le moment. Pas plus tard. Tu te retires. Physiquement ou émotionnellement. Tu dis « Il faut que je parte, cet échange était parfait ». Et tu laisses cette énergie en suspens. Tu crées ce que les psychologues appellent une tension d'inachèvement. Le cerveau de l'autre déteste les choses inachevées. Il va ressasser, rejouer la scène, imaginer des suites alternatives. Et dans chaque scène, tu es le protagoniste. Ton absence devient alors plus puissante, plus présente que n'importe qui d'autre dans la pièce. Chaque retour de ta part n'est plus une simple présence, c'est une résolution, une récompense neurologique. Sans le savoir, l'autre est conditionné.
Tes apparitions intermittentes et imprévisibles déclenchent des pics de dopamine, la molécule du désir et de la recherche. Tu deviens une variable dans son équation émotionnelle. Une variable qu'elle ne contrôle pas. Et ce qui ne se contrôle pas, on y pense. Sans cesse. Mais ce manque, pour être efficace, ne doit pas être passif. Il doit être chargé. C'est là qu'intervient le deuxième versant de ce pilier, l'ancrage à un pic émotionnel. Avant de créer le manque, il faut avoir été associé à une tempête intérieure. Peu importe que cette tempête soit de la joie, de la tension, d'une colère canalisée, d'une excitation intellectuelle. L'important, c'est l'intensité physiologique. Un moment où le cœur bat plus vite, la respiration se bloque, les sens sont en alerte. Sois présent, activement présent, dans ce moment. Ton visage, ta voix, ton parfum doivent être les seuls repères stables dans ce bouleversement. Le cerveau fait le lien. Toujours. Il associe la poussée d'adrénaline, le flux d'endorphine, à tes stimuli sensoriels. Plus tard, le simple fait de penser à toi provoquera un écho de cette excitation. Tu ne seras plus lié à la neutralité, mais à l'intensité même de la vie. Tu deviens synonyme de sensations fortes. Et quand tu t'absentes après avoir créé ce lien, le manque n'est plus celui d'une personne. C'est le manque d'une expérience. Le manque d'un état d'être. C'est une addiction qui naît. Tu n'es plus quelqu'un qu'on aime voir. Tu es quelqu'un dont on a besoin de revivre. Pose-toi cette question maintenant. Es-tu prévisible ? Ta présence est-elle un bruit de fond rassurant ou un événement qui modifie l'atmosphère ? Commence par là. Brise ton propre pattern. Deviens imprévisible dans ta disponibilité. Laisse un silence pesant après un message important. Termine un appel au moment où la connexion est la plus forte. Entraîne-toi à créer du vide autour de toi. Un vide qui, paradoxalement, te remplit de présence dans l'esprit des autres. Cela nous amène au second pilier, le plus intime et le plus puissant, le principe du miroir brisé. Les gens ne s'attachent pas aux autres. Ils s'attachent au reflet d'eux-mêmes qu'ils voient dans le regard des autres. Ton objectif n'est donc pas de montrer qui tu es. Ton objectif est de devenir le miroir le plus flatteur, le plus profond et le plus insaisissable qui soit. La première étape est l'absorption totale. Tu deviens une éponge psychologique. Tu écoutes, non pas pour répondre, mais pour cartographier. Oublie les mots de surface. Capture la musique souterraine. Quel est son vocabulaire émotionnel secret ? Quelles valeurs répète-t-elle sans les nommer ? Contre quelle injustice invisible se bat-elle ? Quelle est sa mythologie personnelle ? Se voit-elle en sauveur, en victime, en explorateur ? Quelles sont ses peurs de minuit, ses hontes, ses fiertés cachées ? Ne juge pas. N'opine pas, absorbe. C'est une écoute active d'une violence rare, car tu ne cherches pas à comprendre pour aider, mais pour refléter. Une fois cette carte intérieure dessinée dans ton esprit, tu passes à la phase d'élévation. C'est ici que l'art opère. Tu ne vas pas lui dire « moi aussi ». Tu vas lui montrer la version idéalisée de ce qu'elle est, de ce qu'elle preste être. Parle sa langue émotionnelle, mais avec plus de précision et de poésie. Incarne ses valeurs profondes, mais avec une intégrité et une conviction qui semblent inébranlables. Montre des vulnérabilités qui font écho aux siennes, mais présentées comme des cicatrices de guerrier, non comme des plaies ouvertes. Tu ne dis pas « j'ai peur de l'abandon ». Tu dis « j'ai construit une forteresse autour de certaines parties de moi, et j'apprends, lentement, à en abaisser le pont-levis ». Tu transformes la boue en or alchimique. Ce que tu fais, c'est lui tendre un miroir où elle ne se voit pas telle qu'elle est, mais telle qu'elle aspire à être. Tu deviens l'incarnation de son propre potentiel inexploité. L'attirance qui en découle est alors d'une puissance dévastatrice. Ce n'est plus une attirance superficielle. C'est une reconnaissance existentielle. Elle se sent comprise à un niveau qu'elle-même n'atteint pas. Tu deviens son foyer psychologique, son sanctuaire. Et on ne quitte pas son sanctuaire. On le protège. On y revient. Mais attention, un miroir parfait est suspect. Un reflet trop net est frais. C'est pourquoi il doit être brisé. Il doit y avoir des fragments manquants, des distorsions intrigantes. C'est le lien avec le premier pilier. Après avoir montré ce reflet parfait, tu t'absentes. Tu laisses ce reflet idéal flotter dans son esprit, sans ton corps réel pour le corrompre. Le miroir physique est parti, mais l'image réfléchie, elle, reste. Elle travaille. C'est dans cette absence que le reflet se perfectionne, se purifie, devient une obsession. Le troisième pilier est celui qui sépare l'amateur du maître, l'architecture du mystère contrôlé. Après avoir créé le manque et le reflet, tu dois devenir un territoire à conquérir. Une série de chambres closes.
Ta personnalité ne doit pas être un livre ouvert, mais une bibliothèque dont certains volumes sont scellés. Le mystère n'est pas du vague. C'est une stratégie précise de révélation stratifiée. Première loi, ne révèle jamais ta prochaine couche sans avoir solidifié la précédente. Commence par une révélation authentique mais calculée. Partage quelque chose de vrai, de personnel, qui semble profond. Un échec transformé en leçon. Une peur surmontée. Cette première couche crée l'illusion d'un accès privilégié, d'une intimité naissante. Elle pense te voir. Et c'est à ce moment précis, une fois cette couche assimilée et appréciée, que tu laisses entendre qu'il y a plus. Beaucoup plus. Tu mentionnes une expérience passée sans détail. Tu fais référence à une conviction dont l'origine est une longue histoire. Tu poses une question si profonde qu'elle révèle, par sa formulation même, une complexité de pensée insoupçonnée. Tu ne donnes pas les réponses. Tu plantes des graines d'interrogation sur toi-même. Chaque graine est une porte entrebâillée dans son esprit. Qu'a-t-il vraiment vécu? D'où lui vient cette sagesse? Que cache-t-il derrière ce calme? Elle se met à te décoder, à te psychanalyser, à collectionner les indices. Tu deviens son énigme favorite. Et on passe son temps à penser à ses énigmes favorites. Chaque interaction devient une chasse au trésor où elle cherche le prochain indice. Deuxième loi, l'imprévisibilité comportementale dosée. C'est le dosage qui fait tout. Sur 10 interactions, soyez pleinement présent, chaleureux, engagé dans 9 d'entre elles. Et dans la 10e, soyez ailleurs. Distant. Absorbé par un monde intérieur qui semble plus captivant que la conversation présente. Pas hostile. Juste inaccessible. Cette rupture dans le pattern de chaleur constante est un électrochoc émotionnel. Son système de détection sociale s'alarme. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce de ma faute? Les jeux perdus. Elle dépense une énergie cognitive colossale pour analyser ton comportement, décrypter ton humeur, comprendre cette faille soudaine. Cette énergie mentale dépensée pour toi est le ciment de l'obsession. On s'attache à ce qui nous coûte de l'attention. Plus elle investit de cycles de pensée pour te comprendre, plus tu deviens précieux dans l'économie de son esprit. Tu n'es plus une personne, tu es un projet. Son projet le plus important. Cette architecture a un but. Faire en sorte qu'elle passe plus de temps à penser à toi en ton absence qu'à interagir avec toi en ta présence. La relation réelle n'est alors qu'une pause, un approvisionnement en nouveaux mystères, avant de retourner dans le laboratoire de son esprit où le vrai travail, l'idéalisation, a lieu. Tu n'es plus tout à fait réel. Tu es devenu un phénomène psychique interne. Nous arrivons au mécanisme le plus puissant, le moteur qui alimente tout le système, l'engagement progressif et la justification interne. C'est le pilier où tu arrêtes de pousser et où tu laisses l'autre personne se pousser elle-même vers toi. Le principe psychologique central est implacable. L'être humain a un besoin viscéral de cohérence. Si je fais quelque chose pour quelqu'un, mon esprit doit justifier cet acte. Pourquoi est-ce que je lui ai consacré tout ce temps? Parce qu'il, elle, le vaut bien. Ta stratégie est donc de guider subtilement l'autre vers une série d'investissements successifs, chaque fois un peu plus grands. Commence par des engagements minuscules et sans risque. Demande son avis sur un choix important pour toi. Cela la fait se sentir influente, investie dans ton monde. Puis, un petit service qui demande un peu de son temps ou de son réseau. Ensuite, partage une confidence qui l'encourage, par réciprocité, à en partager une en retour, un investissement émotionnel. Chaque étape doit sembler naturelle, logique, découlant de la confiance et de la complicité que tu as préalablement construite avec les piliers précédents. Parallèlement, crée des rituels privés. Une blague récurrente que personne d'autre ne comprend. Une heure de call habituelle le dimanche soir. Un mot de code pour un état d'esprit. Ces rituels deviennent des rails dans sa semaine, des points d'ancrage. Et c'est là que tu frappes. À un moment clé, tu brises délibérément l'un de ces rituels. Sans explication, sans apologie. Tu ne réponds pas à l'appel du dimanche. Tu n'utilises pas le mot code. Le cerveau humain, machine à pattern, perçoit cette rupture comme une anomalie majeure. C'est inconfortable. Derangent. Pour rétablir l'équilibre cognitif, pour réparer le pattern brisé, elle va devoir faire un effort. Elle va te relancer. Synquieter. Proposer de recréer le rituel. Te demander si tout va bien. C'est un investissement actif et volontaire de sa part. Et chaque fois qu'elle fait cet effort, son esprit, pour éviter la dissonance, se dit « Je fais tout ça pour lui, pour elle, donc elle doit être exceptionnellement important. » Elle se convainc elle-même de ta valeur. Elle construit sa propre prison, brique par brique, avec la justification comme ciment. Tu n'as pas à lui dire qu'elle doit te désirer. Tu l'as amenée à se le dire à elle-même.
Et on croit toujours aux vérités que l'on a découvertes soi-même. Elles sont indéboulonnables. Maintenant, tu sais, tu détiens la carte complète, du premier regard à l'obsession auto-entretenue. Tu as les outils pour sculpter un dieu dans l'esprit de quelqu'un et t'y asseoir sur un trône d'illusion. Mais avant que tu ne partes avec ce pouvoir, je dois t'en révéler le coût véritable. Un coût que peu sont prêts à payer. Le premier prix est l'aliénation de soi. Pour jouer ce rôle d'architecte froid, de miroir calculant, de fantôme manipulateur, tu dois enterrer ton authenticité. Tu dois surveiller chaque mot, doser chaque silence, simuler chaque émotion. Tu deviens un stratège dans ta propre vie. La spontanéité meurt. La joie simple d'une connexion vraie devient impossible, car tu es toujours en coulisses, en train d'ajuster les projecteurs, de vérifier les ficelles. Tu vis derrière un miroir sans teint. Tu observes l'autre, mais tu ne te laisses jamais voir. Tu deviens un fantôme toi-même. Le plus grand fantôme de tous. Le deuxième prix est la prison réciproque. La cage psychologique que tu construis pour l'autre, tu y habites aussi. Tu dois maintenir le personnage en permanence. Entretenir le mystère. Gérer l'imprévisibilité. Une erreur, une révélation trop brutale, une émotion vraie qui perce le masque, et toute l'architecture peut s'effondrer dans un craquement sec. Tu vivras dans la peur sourde de perdre le contrôle de la perception qu'elle a de toi. Tu seras l'esclave de ton propre personnage. Le troisième prix, le plus amer, est l'amour pour un fantôme. Toute l'affection, l'attention, l'obsession même qui te seront portées, ne seront pas pour toi. Elles seront pour le reflet idéalisé, pour le miroir brisé, pour le fantôme que tu auras aidé à créer. Au plus profond de la nuit, une voix te chuchotera que tu n'es aimé, désiré, idolâtré, que pour une illusion. Que si elle voyait le vrai toi, l'architecte fatigué, le manipulateur vide, elle fuirait horrifiée. C'est une solitude d'une profondeur abyssale. C'est la malédiction ultime du sorcier, créer une magie si puissante qu'elle t'empêche à jamais d'être réelle. Alors, tu te retrouves à une croisée de chemins plus fondamentale que tout à l'heure. Le premier chemin, celui des ombres, tu le connais maintenant. Il donne l'ivresse du contrôle, la montée d'adrénaline de la manipulation, l'orgueil du démiurge. Mais il mène à un désert intérieur. Le second chemin est celui de la vulnérabilité radicale. C'est le courage de déposer les armes. Le courage d'être toi-même, dans toute ta gloire et toute ta misère, sans calcul. C'est le courage de dire « me voici », sans garantie de réciprocité. C'est lent, c'est fragile, ça fait mal souvent. Les connexions qui en naissent ne sont pas des obsessions brûlantes. Ce sont des attachements solides, des reconnaissances mutuelles, des amours qui voient tes fissures et les embrassent. Ce chemin ne donne pas le pouvoir sur l'autre. Il donne le pouvoir sur toi-même. La paix de ne plus jouer. La liberté de ne plus calculer. La joie d'être réel et d'être aimé pour cela. Le pouvoir que tu cherchais tant, celui d'être inoubliable, il était au bout de ce second chemin. Pas comme une obsession, mais comme un souvenir précieux. Pas comme un besoin, mais comme un choix renouvelé chaque jour. Le savoir que je t'ai donné est neutre. C'est une carte. Toi seul décides du territoire que tu veux explorer. Tu peux devenir un fantôme qui hante les esprits. Ou tu peux devenir un être humain, simplement, magnifiquement, terriblement humain, qui habite les cœurs. Le choix, maintenant, est vraiment le tien.